Hello los amigos. Salut tout le monde. Ouais, depuis tout à l'heure, on est en train de parler, il n'y a plus personne qui parle. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que depuis que la caméra s'est mise en route, là, tout le monde est bien calme. Ma parole. Bon, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il dit Hello Amigos, c'est devenu sa marque de fabrique. Au Ah. début, il disait Karim, qu'est-ce que je pourrais. Je dis, regarde Hello Amigos. Voilà, bah, Hello Et Amigos, franchement, c'est ça très fait bien. Toujours autant rire. Voilà. En fait, il disait quoi? Il disait très bien. salut tout le monde. Oui, Encore. Ça, il a arrêté. Là, c'est bon déjà. On va souhaiter la bienvenue à, Oui. à notre ami Cédric. Bah, merci beaucoup. Bah, déjà, ce que je vous disais tout à l'heure, ça me fait plaisir. Merci pour votre invitation. Et ça me fait d'autant plaisir que c'est mon premier podcast en français. Bah voilà, Voilà. c'est la première. Tant mieux Donc, que je ce vais soit avec pouvoir utiliser une de mes langues maternelles. nous. La langue de Molière. Sur notre gauche, la fine équipe. Ah, Tidiane, Le Canada et le Québec. Ouais, Voilà. Alors, je vous présente Jean Jambon. Jean-Jean, mais Notre Jean-Jean, fameux, ça, nos non. fameux intervenants canadiens, exactement. enfin africano-canadiens. il faut très commentateur de football. Hein. T'as vu ça là Ah ouais, il y a un match ce soir ou Ouais, ça Ah, il y a se le peut bien, PSG. ça se peut bien. Il y a le Nous, PSG. chez nous, c'est le hockey. Ah, c'est Ouais. pour ça qu'à Le 20h on soccer, doit c'est arrêter pour les parce que femmes. vous allez commenter un match. Mais j'ai compris. Ouais, ils T'es aiment français ou belge? Bah, je suis français, belge, luxembourgeois, je suis un peu de tout. Ah, ils aiment, Voilà, ils voilà. aiment- Moi, dites français. ils aiment- ben, ouais, tu peux le dire. Ils aiment trop le soccer. Là. Ouais. C'est pour les femmes chez nous, le soccer. C'est pour ça, pas en anglais. Et là, sur ma droite, l'homme qu'on présente plus, Karim, Ouais. avec sa belle chemise Ça m'a blanche. écomé à tout le monde. droit sorti Il est de connu comme le Saint-Tropez. loup blanc, et d'ailleurs il est en blanc aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et monsieur, on dirait deux mecs de Saint-Tropez là, Ouais, c'est vrai. Ben et Karim. Ah, mais il a un beau collier. Ouais, en plus, tu vois, qui je t'ai dit fait- de- Ouais, Vous étiez au Bretagne. Ramé Dream avant Ouais, ou- tu vois, le mec qui tient une paillote à Ramatuel. Ça leur dégaine, là. Bon, en tout cas, encore une fois, Salut à tous. podcast exceptionnel, ne serait-ce que par le fait qu'on soit assez nombreux. Ouais. Assez nombreux, mais plus on est C'est une fous, première. plus on rit. Une première. Et puis quel casting, hein. Ouais, tu vois ça. Quel et casting, je suis surpris. Trié sur le volet, bah. Non, c'est marrant, je vais pouvoir le présenter. si Ouais, tu veux. bah justement. Pourquoi je vais le présenter? Parce que c'est assez rigolo. Donc moi, je développe entre guillemets un business. J'ai vu plusieurs investisseurs. Je l'avais dit lors d'un podcast, dont une famille Royale d'un une des famille Émirats. royale. Et ce qui est marrant, c'est que je sais pas pourquoi d'ailleurs, je voyais souvent Cédric sur Instagram. Et j'avoue, j'ai vu qu'il y avait pas mal de followers. J'ai dit tiens, je vais le taguer parce que c'est ma technique un peu pour me faire remarquer. Et donc j'ai commencé à le taguer. Et je sais pas pourquoi, peut-être au bout du 20e tagage, quoi. C'est au bout de 20 jours, il m'envoie un message, je dis Karim, bah écoute, faudrait qu'on se voit, passe à vos bureaux et tout. Et moi je me dis tiens, bon bah sympa, peut-être que voilà, je sais pas, je vais lui parler de ce que je fais et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais déjà venu dans les bureaux d'Ellington. Mais moi je savais pas qu'il était à Ellington en fait. Donc Ellington, pour ceux qui savent pas, c'est un promoteur ici. Voilà. Et en plus que Ben et Abdel aiment beaucoup parce que ils font du très bon boulot pour le coup. Et donc bah, j'y vais et je lui parle donc de Dubai Connection, je suis un investisseur. Je lui explique tout, il comprend tout assez rapidement. Donc après on verra comment tout ça peut se mettre en place et tout. Et entre temps je dis bah tu sais on fait des podcasts tu vois. Et je dis bah tiens ce serait peut-être intéressant pour le coup comme moi dans mon application j'ai pris des agents d'avoir justement des promoteurs. Pourquoi pour moi c'est intéressant? Parce que il y a beaucoup d'agents, alors français entre autres, mais je pense que c'est pareil pour les autres, qui aiment bien mettre comment on dit ça En compétition. Relation. en compétition, exactement, voire même en compétition pas saine entre le promoteur et l'agent. Et là, ça va être intéressant parce que déjà, eux, ce sont des agents qui sont déjà depuis longtemps ici, donc un certain vécu à Dubaï, dans l'immobilier. Mhm. Qui plus est Cédric, en plus, pas que ici, vous, il y a aussi un peu la France, entre autres. Ouais, enfin, Voilà. ça faisait longtemps la France, Voilà. un peu Bali. Voilà, il y a Maintenant, c'est Bali. plus Dubaï et Bali. Voilà, c'est quand même plus Dubaï et Bali. Et ce qui est marrant, c'est que Cédric, pareil, il a aussi cet aspect expérience dans l'Europe et maintenant aussi à Dubaï. À Dubaï, oui, tout à fait. Peut-être Bali un peu moins pour le coup. Bali, je connais des gens qui ont fait Bali, mais à Bali, il y a encore certaines règles, par exemple de leasehold, de terrain, etc., qui sont pas très, pour moi, sécurisantes et rassurantes pour les investisseurs. Mais bon, c'est un super coin, Bali. Je sais qu'il y a énormément de coins de gens qui investissent à Bali. C'est magnifique pour aller en vacances, mais après, pour investir, je ne sais pas si c'est encore la meilleure destination pour investir. Mais à voir, on verra ce que ça donne dans les années qui viennent. Ouais. Mais pour l'instant, oui, beaucoup les Émirats Arabes Unis. Avant, j'ai eu de l'expérience en France, au Luxembourg, et maintenant Dubaï. Dubaï, je viens depuis 10 ans ici et 3 ans que je suis là en permanence. Karim, tu m'avais dit, tu me corriges si je me trompe, Cédric, que tu gérais un family office. Voilà, alors je ne gère pas un family office, je travaille avec un family office.
Donc maintenant, je travaille avec Family Office, ça fait quasiment 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc, et dans ce Family Office-là, il y a plusieurs activités. Donc, il y a diverses activités. Et moi, je m'occupe de l'activité d'immobilier, l'activité d'investissement et l'activité de relocation. On va de temps en temps employer un peu d'anglais quand même. À la Jean-Claude Van Damme. Voilà. Mélanger, français, Avec l'accent français. Un peu de relocation. Donc, c'est-à-dire les étrangers du monde entier qui souhaitent venir s'installer à Dubaï. Et on les accompagne sur leur installation ici à Dubaï parce que alors ça peut être simple, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et aussi bien au niveau de l'installation, au niveau de l'immobilier, quand ils veulent s'installer, quand ils veulent créer une société, s'ils veulent racheter une société existante, tout ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est ce que je m'occupe. Et on pourra en discuter un peu plus amplement plus tard, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne image de Dubaï quand ils sont à l'étranger. Donc voilà, quand ils viennent ici, on les accompagne à ce niveau-là. Donc c'est ce que je m'occupais et c'est ce que je m'occupe au sein de ce Family Office. Et ensuite, au fur et à mesure des choses, j'ai démarré à travailler avec Ellington Properties, on va en parler, qui est un promoteur immobilier ici aux Émirats. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est un family office, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne voient pas vraiment de quoi on parle. Un family office, si tu veux, un family office, qu'est-ce que c'est? C'est une ou plusieurs personnes d'une famille qui ont un bureau, c'est-à-dire voilà, un office, et où ils vont faire une ou plusieurs activités. Donc, ils vont faire une ou plusieurs activités. Ça peut être des fonds d'investissement, une famille qui a un fonds d'investissement, j'en connais ici. Ça peut être une famille qui va vouloir développer certaines activités. Donc voilà, un family office, c'est vraiment quelque chose de familial qui va être géré par une équipe et où il va y avoir des stratégies qui vont être mises en place par rapport à ce que justement la famille veut faire au niveau de leurs activités, ce qu'ils vont vouloir développer. Et à ce niveau-là, on met les stratégies. Il y a les personnes qui ont les compétences par rapport aux différents domaines d'activité que le family office souhaite développer. Et puis c'est parti. Voilà. Donc j'essaye de faire court. Non, mais c'est bien parce que moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, il y a déjà une dizaine d'années, j'avais rencontré un Libanais qui gérait un très gros family office de la famille Altani. Oui. Et j'avais été étonné de la terminologie. Et je me doute qu'il y a plein de gens qui savaient pas forcément ce que c'est. Donc non, mais c'est important de savoir. Les family office, c'est ça. Moi, j'étais au Luxembourg avant. Il y a beaucoup de family office aussi au Luxembourg, puisque il y a beaucoup de familles qui ont des fonds assez importants. Donc, il y a vraiment des familles de tous les pays, tous les pays du monde. Au Luxembourg, je travaille beaucoup avec des family office européens et je travaille beaucoup avec des family office russes ou alors des gens qui sont des ex-pays de l'URSS. Voilà, il y avait beaucoup de family office là-dessus. C'est pour ça que je connais une énorme communauté russe et russophone. C'est une profession à part entière, en fait. Un family office. C'est une nouvelle profession, entre guillemets. En fait, c'est pas que c'est une nouvelle profession, c'est une profession qui s'est un petit peu démocratisée. Voilà. Surtout que maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Avant, le family office était assez private. Voilà, on dit beaucoup private family office. Donc, c'était très privé. C'est géré par une poignée de personnes. Généralement, il y a toujours un banquier privé qui gère aussi les fonds. L'argent. Voilà. Les amis. Donc, on a notre Daft Punk de Dubaï. Et j'adore le masque d'ailleurs, il est magnifique. Ah mais superbe. Et donc un family office, voilà, c'est ça s'est un petit peu démocratisé et on voit beaucoup de family office dans des pays ou dans des villes où il y a justement des avantages à avoir des family office. Donc le Luxembourg, la Suisse, ici les Émirats Arabes Unis et il y a d'autres endroits dans le monde, en Asie, Singapour, Hong Kong, voilà, il y a des avantages aussi, notamment fiscaux, où les family office peuvent s'installer. Mais au Luxembourg, j'ai travaillé avec énormément de family office et vraiment de beaucoup de pays européens et beaucoup de Russes. C'est pour ça que ça fait quasiment une quinzaine, entre 15 et 20 ans que j'ai énormément d'amis, de relations et de connexions russophones, puisqu'il y a beaucoup de family office russes au Luxembourg. D'ailleurs, ça va être sympa de voir le parallèle ou les différences qu'il y a entre l'Europe, eux qui représentent un peu, il faut être honnête, le Canada, et eux qui représentent justement un peu Dubaï. Ça va être très intéressant. Et en plus, c'est marrant parce que vous êtes tous les deux du Canada. Il y a de plus en plus de gens du Canada qui s'intéressent à Dubaï. Ouais. Et moi, si je prends les 2-3 derniers mois, j'ai eu énormément de demandes qui viennent du Canada. À chaque fois, je vois le numéro, c'est +1, c'est comme les États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et je pense toujours que c'est américain.
Alors, quand je les contacte, et les gens ils me disent qu'ils sont du Canada. Et il y a beaucoup plus de plus en plus d'investisseurs canadiens qui s'intéressent à Dubaï pour la simple et bonne raison que l'économie au Canada, ils me disent, moi c'est ce qu'ils me disent, hein, je ne suis pas allé au Canada depuis très très longtemps, j'ai un peu de famille italienne au Canada d'ailleurs, mais j'y suis pas allé depuis très très longtemps, qui me disent que l'économie en ce moment n'est pas simple, mais que surtout ils ont des taxes de partout. Ils m'ont parlé d'une taxe qui est sortie récemment, alors vous allez pouvoir me dire plus, qui est une taxe où quand tu as un bien immobilier qui est inoccupé, c'est-à-dire que si tu as un bien immobilier où tu ne résides pas dans le bien et que tu ne mets pas à la location, tu vas payer une taxe parce que le bien immobilier est inoccupé. Voilà. C'est une taxe qui existe au Canada. Et ils m'ont envoyé la liste hier, parce que hier j'ai eu rendez-vous avec 3 Canadiens à mon bureau qui sont venus parce qu'ils veulent travailler en collaboration avec le Canada et Dubaï. Donc ils sont venus. Un qui vient de s'installer à Dubaï, 2 qui sont en train de s'installer. Mais ils ont beaucoup de connexions au Canada, beaucoup d'investisseurs, des gens qui veulent venir à Dubaï. Mais le Canada et Dubaï, c'est quand même assez loin. Ouais. Les gens au Canada, ils ne connaissent pas forcément Dubaï. Donc il faut toujours des gens de confiance. Il faut un intermédiaire pour les conseiller et puis leur expliquer tout ça. Et ils m'ont envoyé hier la liste des taxes qui sont au Canada. Franchement, j'ai pris un paracétamol après. Même en tant que Français, j'ai eu mal à la tête. Ah ben j'avais mal à la tête. Même en tant que Français, j'avais mal à la tête. C'est-à-dire que la France à côté, c'est rigolo. C'est fou, ça, c'est bizarre. Ah, c'est fou. France, c'est connu, les taxes du Canada. Mais alors que là, c'est ce qu'on disait. Et au Québec, spécifiququement. Parce que la taxe provinciale est la plus haute au Québec. Il y a les taxes fédérales au Canada, donc tout le monde est à la même enseigne. Et il y a les taxes provinciales. Et le Québec est au plus haut. Wow. Ah ouais, donc c'est encore plus haut que le reste du Canada. Exactement. Je comprends pourquoi Céline Dion elle est partie. Hein. Las Vegas. Non mais voilà. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la gestion de la province du Québec. Va voir l'état des routes qu'on a. J'espère que ça s'est amélioré depuis qu'on est parti. Mais il y a beaucoup de gestion, de problèmes de gestion des fonds, etc. Et aussi, on va dire que c'est un petit peu plus social que les autres provinces. Donc, tu vas avoir la couverture maladie qui est un petit peu plus étendue. Donc avantage, inconvénient, tu vas payer plus, tu vas un petit peu plus. Il y a l'équivalent de la carte vitale au Canada. Ah, d'accord. En tout cas, au Québec, tu peux avoir accès à des soins, même si ce n'est pas les États-Unis. Le Canada et les États-Unis, totalement différents. Mais c'est ça. Et oui, et puis la gestion est différente. Il y a des programmes de culture pour la langue française, etc., que les provinces anglophones n'ont pas. L'Ontario n'est pas en train de se dire il faut protéger la langue anglaise. Ils sont chez eux. Le Québec, c'est le village d'Astérix. Donc ils ont Obélix, le Premier ministre, ils ont Astérix, le ministre de la Culture, et ils essayent de se dépatouiller au milieu de 300, 400 millions d'anglophones. Donc il y a des programmes comme ça un petit peu. Et toi, à l'époque où tu y étais, tu avais eu un bien immobilier là-bas? Oui, j'avais eu un bien immobilier. Et comment ça s'était comparé à ici, maintenant que tu connais un peu maintenant ici? Ou à la France aussi, un petit peu? Ou l'Europe? Oui, sur quel aspect, tu veux dire? Sur l'aspect l'aspect tarification, l'aspect taxe, l'aspect... Qu'est-ce qui est le mieux pour investir maintenant, tout de suite, à l'instant T? Déjà, tu pourras en parler ensuite, je vais donner mon cas. Bon, déjà, au niveau des taxes, ça n'a rien à voir. Dubaï, par rapport au Canada, ici, il n'y a pas de taxes à proprement parler. Mais le Canada, il y en a beaucoup, le Québec spécifiquement. En termes de prix, le Québec spécifiquement, mais tout le Canada a explosé, notamment pendant le Covid. Donc les prix maintenant ont doublé, c'est très difficile de trouver. Au point où une loi a été votée, je crois que les 2 prochaines années, si tu n'es pas canadien, tu ne peux pas acheter au Canada. Il y avait sur certaines zones, etc. Oui, il faudra qu'on vérifie ça. En fait, il y a Trudeau qui avait. Oui, en fait, il y a un petit changement par rapport au fait que des investissements étrangers. Donc maintenant, au Québec et au Canada, maintenant, on ne veut plus que les gens viennent juste pour acheter des biens immobiliers et après les gardent vides, comme tu le disais, relié un peu à cela, et les gardent vides et après font monter les prix. Et cela fait que il y a une spéculation. Donc ils essaient de protéger le marché immobilier canadien et québécois. Cependant, le mal est fait à cause de Covid, je dirais. Covid a été une période où le gouvernement au Canada a été très ami, très considérant en fonction des populations et a octroyé des fonds énormes. Donc, on a utilisé la planche à billets pour vraiment redonner de l'argent à la population. Sauf que, malheureusement, dans tout ce genre de situation, on va dire que l'État a des intérêts et l'État ne peut pas donner sans après récupérer. Et malheureusement, ce qui s'est passé pendant le Covid, ils ont payé les gens pour ne pas travailler, pour rester à la maison. C'est tout ce phénomène qui a créé dans les autres pays, aux États-Unis et aux autres.
Ils ont créé un développement inimaginable, les Zoom de ce monde, le Microsoft, comment ils se sont développés, explosés grâce à ces nouvelles applications. Cependant, dans les pays où il n'y a pas eu autant de développement et basé sur des ressources naturelles, parce que le Canada est basé sur une économie basée sur les ressources naturelles, donc on va dire le pétrole, les sables bitumineux, l'eau, première réserve d'eau douce au monde, le diamant, l'électricité. Exactement. Ouais. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on paye pour cela. Et, pour revenir à ce que tu disais, et ce qu'on a parlé dans l'émission précédente, ben, c'est que c'est le moment pour un Canadien. Bien. Si tu me mets à la place de quelqu'un qui est un directeur financier, quelqu'un qui a réussi à avoir assez d'argent pour payer une maison, ou qui a quelques investissements que ce soit, il a 3 choix. Il a sa retraite qui va venir à un moment donné, à 65 ans. Donc, s'il met assez dans sa retraite, il aura une retraite normale pour pouvoir vivre. C'est comme ça qu'on vit au Québec, qu'on ne peut toucher qu'à 65 ans, qu'on place dans les REER. Ou il a son investissement qui est sa immobilier, le parc immobilier qu'il a pu construire pendant sa carrière. Au Québec. Okay. Qu'il peut soit vendre ou faire fructifier en mettant dans un fonds de placement ou autre. Ou le troisièmement, c'est s'il a fait une entreprise et il a créé de la valeur. Et cette valeur-là, il l'a réinvestie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut qu'ils viennent à Dubaï. Moi, c'est ce que je vois, parce que dans un pays où tu as une taxation, qu'on va dire, presque inexistante, où tu as beaucoup d'opportunités dans l'immobilier, vous devez désormais aujourd'hui considérer le Canada comme étant un vivier potentiel de clients. Notamment au niveau des prix. Énorme. Oui, c'est énorme. Non, mais j'ai compris que c'était énorme. Et j'ai découvert ça récemment. Exactement. J'ai découvert ça récemment. On est qu'au début, on est qu'au début parce que si Emirates Airlines ils commencent à lancer des avions en direct, ils ont compris, ils l'ont compris déjà il y a plusieurs mois. Et donc si ça commence maintenant, on est qu'au début. Les Canadiens, comme on a dit dans un autre épisode, ils aiment bien Miami, mais Miami au niveau des prix, une claque. Les prix sont remontés extrêmement haut. En 2008, ils sont largement au-dessus de 2008. Et donc, si tu regardes maintenant, c'est un marché mondial. Même les réseaux sociaux ont développé ça. On sait ce qui se passe à Bali, on sait ce qui se passe à Dubaï. Quand ils voient la surface qu'ils peuvent avoir à Dubaï, dans une ville qui se développe, et ce qu'ils ont à Miami, je dirais que c'est du simple au double. Pour un 100 mètres carrés, il va y avoir 200 mètres carrés à Dubaï, dans des lieux magnifiques au niveau des infrastructures. Il n'aura que 100 mètres carrés à Miami. Donc, pour eux aussi, ça fait du sens de se développer comme ça à l'international, dans un endroit où... Alors après, ce serait intéressant plus tard de voir au niveau des impôts comment ça marche au Canada quand tu as un bien à Dubaï. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'au niveau fiscal, il y a comment des ils font implications. des mesures, des montages fiscaux, je ne sais pas... Oui, ça après, il faut passer avec un avocat fiscaliste et une société spécialisée qui va pouvoir conseiller au mieux, effectivement, chaque investisseur en fonction de ce qu'il fait. Oui. Les personnes que tu as rencontrées, c'était des Canadiens, mais d'une certaine diaspora? Non, en fait, moi, les gens que j'ai rencontrés, la majorité des gens que j'ai eus pour l'instant, c'était au téléphone et via vidéo call ou Zoom meeting. Voilà, ce sont des gens qui sont au Canada et qui sont en train de considérer de réaliser des investissements à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler au Canada des possibilités de Dubaï. Donc, c'est que ça commence à émerger là-bas. Donc, ils nous ont contactés tout simplement et je suis en relation avec eux. Plus, j'ai un duo de frères, 2 frères très, très sympas qui sont au Canada et qui là sont en train de venir s'installer à Dubaï. Donc, la première fois que je les ai rencontrés, si je ne m'abuse, c'était au mois de mai. Je les ai vus à 2 reprises. Là, on s'est revus 2 fois. Je les ai revus mardi soir. On est allé boire un verre ensemble, très sympa. Ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils souhaitent faire. Donc là, ils sont là pendant 2 mois et demi. Ils veulent venir avec toute leur famille. Mais quand je dis toute leur famille, c'est leurs femmes, leurs enfants, leurs parents. Donc ils veulent ramener tout le monde ici. Ils veulent. Donc c'est pas comme si tu pars tout seul ou à 2 avec 3 valises et puis tu prends l'avion. Merci. Donc là, c'est quand même un sacré boulot à tout organiser. Et donc eux, ils viennent s'installer ici. C'est une certitude. Et ils m'ont présenté une personne qui s'est lancée dans l'immobilier, qui est du Canada, qui est venue s'installer au mois de mai, et qui me disait qu'il y avait de plus en plus de gens du Canada qui voulaient venir. Et que c'était très difficile aussi au niveau du Canada des prix et des gens qui faisaient des crédits, parce que les crédits avaient augmenté. Donc les gens, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Avec les taux variables, ils ont par exemple des montants de remboursement qui, avant que les crédits augmentaient, qui étaient de 2 à 3 000 dollars canadiens par mois. Et il y a des gens, ils se sont retrouvés à plus du double. Wow. C'est-à-dire qu'ils payent plus du double. C'est ingérable. Et c'est marrant parce que hier soir, j'ai regardé le film The Shortlist. Très bon film. Voilà, j'ai regardé sur le film sur The Shortlist et c'est marrant hein, parfois, il n'y a pas de hasard, et c'est sur la crise des subprimes de 2008. Comment il a bidé voilà, sur la... Exactement, comment il a fait un pari
que ça allait se cracher au niveau du marché justement des crédits de l'immobilier. Ouais. Et tout le monde le prenait pour un fou. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, je suis persuadé que, j'espère qu'ils ont compris la leçon au niveau mondial et surtout au niveau États-Unis, Canada, etc. Mais j'ai comme la sensation qu'on est en train de revenir un petit peu sur cette crise de 2008 des subprimes. Pourquoi ? Parce que on va parler de ça, c'est très intéressant par rapport au marché de Dubaï qui est beaucoup plus safe à ce niveau-là qu'au marché américain ou canadien parce que les gens ici font moins de crédit au niveau de l'immobilier. Il y a plus de cash buyer. Voilà, il y a plus de cash buyer. Donc c'est beaucoup plus sain comme marché immobilier. Là-bas, c'est énormément à crédit. C'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir acheter un bien immobilier à $1 million alors que il met pas $1. Voilà, alors qu'il met pas $1. Un bon crédit de score. Et il va pouvoir faire un crédit sur toute sa vie. Ici, ça sera impossible. Donc voilà, c'est ça qu'il faut analyser. Après, sincèrement, je suis pas assez spécialiste et assez spécialisé du marché canadien, de l'immobilier, du marché américain, mais ce serait vraiment très bien de parler de ça avec un spécialiste qui s'y connaisse vraiment bien. Et là, je pense que le marché aujourd'hui, il commence à être comme ça. Bon, on lance un appel. Si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il maîtrise bien le sujet, il est le bienvenu. Voilà, juste par rapport au marché de l'immobilier, parce que c'est lié. Là, je ne sais pas si vous avez vu les dernières nouvelles au niveau des. Alors moi, je suis un peu l'or. Donc parce que je suis le marché de l'or, je suis obligé de regarder un petit peu toutes les nouvelles économiques qui se passent. Oui, c'est vrai. Et là, il y a eu le dernier rapport. Donc dans l'or, chaque mois, il y a des rapports qui font monter ou descendre le prix de la once d'or. Et un des rapports, notamment, qui regarde souvent les analystes, c'est le rapport de la création d'emplois. Donc là, c'est la première fois depuis la sortie du Covid que le nombre de chômeurs augmente aux États-Unis. Il est passé à 3,9%. Donc ça montre un ralentissement, ce qui va impacter la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui va arrêter de monter les taux. Elle a déjà bien monté, mais apparemment, elle va se calmer. Parce que quand tu montes, au bout d'un moment, sur l'économie, il y a un point de rupture où, quand tu montes trop, l'économie ralentit, le chômage, etc. On est en période d'élection bientôt. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte pour se dire, tu vois, le parti, là, Joe Biden, il n'a pas envie d'arriver un an avant les élections et expliquer qu'il a plus haut taux de chômage, que ça commence à mal aller, parce que Trump va jouer là-dessus malgré ses problèmes judiciaires. Donc, oui. Donc c'est très intéressant. Et il ne faut pas oublier, comme disait mon ami ici, il disait que les femmes à Dubaï sont belles, mais les femmes canadiennes sont très belles. Ah. Et si elles viendraient un peu à Dubaï, ça va amener pas pour les hommes mariés et les autres, mais pour les autres. Il y aura une diversité. Il y aura une diversité plus intéressante. On est pour la diversité. Et moi, je dis les Québécoises sont très belles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Québécoises. Si, moi j'ai vu. Elles sont belles. Elles sont surtout, comment dire. Très intelligentes. Oui, assez libres aussi. Très libres. Voilà, donc ça va amener un nouvel élan. Nous sommes pour la diversité. Ben, c'est pas ça que tu disais ? Ce sont les bienvenus. Ça fera une concurrence aux Russes. Oui, c'est assez ouverte, les Russes. Oui, ah ouais. Elles sont un peu en compétition. C'est toujours bien d'avoir de la concurrence. Pour finir sur cet aspect des États-Unis où ça commence à ralentir, alors après, c'est toujours facile de parler après coup. Là, on parle avec les informations qu'on a. Peut-être les États-Unis vont redescendre et repartir comme une balle. Comme d'habitude. Mais c'est possible aussi. Là, il y a un ralentissement. Il y a plusieurs rumeurs à propos des économistes qui pensent qu'il y aura un crash, etc. On ne sait jamais vraiment. Mais en tout cas, ici, dans la zone, même si aux États-Unis, ça baisse, on dit toujours l'Amérique impacte le reste du monde. Mais ici, là, il y a la Chine avec Evergrande qui vient de se mettre sous mandat de faillite aux États-Unis, ça va impacter aussi. Donc il y a plusieurs choses. Mais encore une fois, Dubaï et les Émirats, c'est un petit pays. Donc même s'il y a des grosses choses qui se passent, quand tu as un petit marché immobilier, si tu regardes Dubaï, c'est pas comparable. Il y a toujours des millionnaires dans le monde qui vont vouloir placer à des endroits. Et là où Dubaï n'était pas vu à l'époque comme un endroit sécuritaire, tu peux maintenant, quand tu es américain, canadien, peut-être russe, se dire, OK, pendant la crise, je vais aller m'acheter 2-3 apparts, une maison sur la Palme. Là où avant ils avaient un peu peur, ça devient plus mature. Donc on a des effets comme ça, mais qui sont beaucoup. À l'époque où je suis arrivé, ça prend 80, ça crache. Oui, mais ça c'est la bourse. Bien sûr. C'est plus le cas maintenant. Et donc, malgré le risque d'une crise mondiale, Dubaï peut tirer son épingle du jeu avec l'Arabie Saoudite qui a investi à ses côtés pour que des gens viennent placer de l'argent. Alors là, j'ai lu un article qui disait que 2024 aux Émirats à Dubaï sera l'année des Chinois. Donc on va voir ce que ça donne. Beaucoup de millionnaires chinois qui veulent venir ici. Donc ça se trouve, le monde va être en crise, mais les prix à l'immobilier à Dubaï faut continuer de tu peux le dire, regarde. C'est moins cher que Mumbai au mètre carré, il faut savoir en moyenne. Bah, regarde pendant le Covid. Dubaï, des gens oublient, mais c'est moins cher que Mumbai, c'est 4 fois moins cher que C'est Londres. Ben qui voulait acheter à Mumbai, tu vois, en plus. Go apartment. Le prix moyen, je crois, à Dubaï est $4 000, $4 500, $6 000 à Dubaï, $20 000 à Londres en moyenne.
Donc c'est une ville qui a des grosses infrastructures, mais qui est encore loin de son potentiel. Il y a encore beaucoup de marge. Mais comme je dis, je pense que ça ira en ondulation, mais la courbe, on va dire, est montante. Et même Après, Dubaï, il faut savoir saisir les Dubaï cycles. tire vraiment son épingle du jeu. Pendant le Covid, énormément de Français sont venus. Guerre en Ukraine, toute la Russie est venue ici. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, Dubaï géopolitiquement, prend une partie. avec les États-Unis a mis avec la Russie, c'est un jeu de jongleurs, de cirque extraordinaire. De Suisse. Là, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire par rapport aux Chinois, c'est marrant parce que j'en ai parlé lors d'un podcast récemment. Je disais que les Chinois, dans les 12-18 prochains mois, ça va être les number one au niveau de l'achat d'immobilier de luxe. Voilà. Pour moi, ça va être les numéros 1, ils vont détrôner les Russes. Pourquoi ? Parce que les Chinois, il ne faut pas oublier que le Covid, les règles de Covid, ça a été ouvert récemment. Ouais, donc, ils ont été bloqués pendant plus de 3 ans. 3 ans et demi. Là, ils ont rouvert les frontières récemment. Donc, quand on rouvre les frontières, voilà, les gens prennent un peu leur temps. Et là, les Chinois sortent. Et les Chinois qui ont énormément de fonds, là, aujourd'hui, ils viennent à Dubaï. Déjà, c'est pas très loin au niveau de la distance. Hein. C'est pas très loin. Ils viennent à Dubaï. Et là, j'ai vu énormément de Chinois qui sont venus s'installer. Il y a un quartier que vous connaissez tous très très bien, c'est District 1. Si vous allez à District 1, voilà, le prix des villas, c'est pas donné. Il y a énormément de Chinois. C'est énorme. Et quand vous regardez les garages, ce sont des concessions automobiles. Et pourquoi ils viennent investir ici à Dubaï. Et je pense, comme Jean-Jean, alias Daft Punk de Dubaï, vient de nous dire, que très sincèrement, les 12-18 prochains mois, pour moi, dans l'investissement immobilier de luxe, les Chinois vont être number one. Ouais, c'est parce que quand tu regardes bien, on est Dubaï, c'est super bon marché comparé à Hong Kong, par exemple. Une des zones où les Chinois ont acheté. C'est même pas pour un studio à Hong Kong, je crois que tu as limite une villa à District 1. Ouais, et Singapour, la même chose. Et Singapour, il n'y a pratiquement pas de villa. Les gens, ils vont vivre à la frontière, à la Malaisie, parce qu'à moins d'être multimilliardaire, même en nombre de villas, il n'y en a pas à Singapour. Tu es obligé, la majorité du temps, il y a un nombre de 30%, je crois, de zones de parcs et de zones vertes où ils ne veulent pas aller en dessous par rapport au bien vivre, on va dire, dans le pays. Et pour ajouter à ce que tu dis, Cédric, oui, le fait qu'en plus, là, la crise immobilière latente qui arrive en Chine, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a beaucoup d'argent en Chine. Ces investissements, certains vont s'effondrer, certains vont être perdus. Donc, pour diversifier, Dubaï, c'est à 3 heures, 4 heures, dépendamment de la ville, tu es 5 heures de Chine. C'est sûr, il y a beaucoup de gens, les Chinois gagnent énormément de contrats. Si les gens qui vivent aux Émirats savent que la majorité des routes sont faites par les Chinois, le train d'Emirates, Etihad, qui passe à côté de la maison. Moi, dans ma résidence, la maison d'en face, c'est un Chinois, j'ai la Rolls-Royce faudrait peut-être pas que je le dise, la Rolls-Royce de quelqu'un d'important de Chine qui vient tous les week-ends venir voir ces gens-là. Donc, c'est des gens qui travaillent sur les ponts du train. Donc, tu les vois de plus en plus. Mon fils qui étudie le mandarin maintenant peut, à la piscine, s'entraîner avec eux et essayer de comprendre. Donc, oui, il y a beaucoup de facteurs qui font. Je pense que les Russes aussi, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore. Mais attention, les Russes vont continuer à affluer. Mais les Chinois, oui. Les Russes vont continuer à affluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une première vague de Russes qui est arrivée. Mais là, il y a un conflit qui est en train de s'intensifier, qui devient de plus en plus important. Et il y a des Russes aussi qui vont arriver parce qu'ils voulaient d'abord peut-être gérer un petit peu toutes leurs choses qu'ils avaient à l'étranger. Moi, je connais beaucoup de Russes qui ont des fonds au Luxembourg, en Suisse, etc., à Londres, énormément, sur la Côte d'Azur. Voilà, il y a des quoi sur la Côte d'Azur. Monaco, vous savez que les prix de l'immobilier à Monaco, c'est la première fois qu'ils chutent parce que les Russes partent. C'est la première fois que les prix de l'immobilier à Monaco, aussi bien la vente que les loyers, diminuent. Je connais beaucoup de gens à Monaco, j'ai beaucoup travaillé avec des gens à Monaco. Ils me disent que ça chute parce que les Russes quittent Monaco. Et ils leur ont imposé des sanctions, Monaco, ou ils sont restés neutres ? Monaco, le truc, c'est qu'ils sont obligés de suivre la France. Voilà. Monaco, ils sont obligés de suivre la France. Malheureusement, sur beaucoup de choses. Ils sont obligés. En même temps, vu l'emplacement géographique, ils sont obligés, c'est difficile d'être indépendant. C'est devenu, si je dis pas de bêtises, depuis que Charles de Gaulle, avec Monaco, voilà, ils ont passé un accord et maintenant, Monaco, c'est pour ça qu'en fait, les Français n'ont aucun intérêt à être à Monaco. Donc, à Monaco, tout le monde a des avantages à être à Monaco, sauf les Français. C'est incroyable. C'est ce qui avait été passé, l'accord, pour que Monaco reste Monaco, avec, si je dis pas de bêtises, Charles de Gaulle. Voilà. Oui, ils les protègent militairement et tout. Tout à fait. Donc Monaco, et les Russes quittent Monaco. Pourquoi ? Parce que aussi le problème, c'est que quand tu es à Monaco, ça fait 2 km². Donc si tu veux aller en France ou tu veux aller en Italie, mais si tu vas en France ou en Italie et que tu es russe et que tu es mal vu, les Russes, ils ont envie au moins d'avoir un plaisir. Quand tu veux passer du bon temps, quand tu veux dépenser un petit peu ton argent, tu veux en profiter. Tu es au moins bien reçu. Voilà, tout à fait. Donc, et puis après, il y a pas mal de choses qui sont plus comme avant, que ce soit en France ou en Italie, près de Monaco.
Donc les Russes aujourd'hui vont ailleurs. Et il y a beaucoup de Russes qui partent, qui vendent l'immobilier sur la Côte d'Azur. Et il y a encore des Russes qui vont arriver ici à Dubaï. Parce que voilà, il y a un conflit qui est en train de s'intensifier. Ils savent pas ce que ça va donner. Et puis les gens, ils ont qu'une vie. Donc les gens, à un moment, ils ont envie de profiter de leur vie. On sait pas demain notre vie quand elle va s'arrêter. Moi récemment, ces 6 derniers mois, j'ai eu des gens qui ont passé l'arme à gauche, qui s'attendaient pas. Donc voilà, les gens ils profitent de leur vie. Le Covid a fait réfléchir beaucoup les gens en disant le Covid a fait beaucoup réfléchir les gens en disant j'ai qu'une vie, il faut que je profite. Là on a été enfermés de force, on n'avait pas le choix et donc on profite. Et les Chinois, imaginez, ils ont été bloqués pendant 3 ans et demi. Nous on a été bloqués pendant 3 mois et demi, on n'en pouvait déjà plus. Mais eux ils ont été bloqués pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, c'était strict. Ils se faisaient même sortir par la police chez eux, carrément. C'était strict. Alors imaginez aujourd'hui la libération que c'est pour eux. Donc quand ils vont à l'étranger, ils ont l'impression de revivre pour eux. Moi j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit j'ai l'impression d'avoir une deuxième vie. Et j'ai une question. Comment toucher, spécifiquement d'ailleurs pour le coup, que ce soit le marché russe pour le coup, j'ai entendu que le marché russe c'était plus ou moins... les grosses têtes pensantes ici qui ont mis un pont directement, parce qu'ils savaient que l'afflux d'argent allait arriver. Je crois que c'est 109 milliards le dernier trimestre de mémoire, un truc comme ça. Ouais, voilà. Comment attirer, par exemple, de la clientèle chinoise ? Tu sais cuisiner chinois? J'aime bien le karaoké. Est-ce que moi je fais chanter? Le problème, c'est que j'aime bien les sushis, mais je sais pas j'en connais un peu là-dessus. Regarde le film La vérité si je mens. C'est très bon film sur le Tu as dit zip? Tu as dit zip ou pas zip? Ah oui, il n'a pas dit zip. T'as pas dit jeep. Non, mais je peux répondre à cette question un peu. Je donnerai la moitié de la réponse et tu la complètes. Je pense que la meilleure façon, ayant séjourné un peu en Chine et mon frère étant un amoureux de la Chine, il parle mandarin. Donc un jour, j'aimerais bien qu'il vienne. Ça cool. Il chante et il fait des poèmes en chinois, en mandarin même. Ouais, très fort. Et donc, il a travaillé en Chine. Il a travaillé en Chine également, il est ingénieur. Mais ce qu'il faut pour la Chine, c'est de leur donner ce qu'on appelle le retour sur investissement et la sécurité. Les Chinois suivent ce que leur président fait. Le président avait fait à peu près 3 ans sans sortir de la Chine. Et maintenant, ces derniers temps, donc ça confirme, il faut regarder la tête. En Chine, c'est comme ça. La tête a commencé à aller sortir, à aller voir des visites internationales. D'où le BRIC, d'où la réunion récente du BRIC. Il est sorti. Ah, oui, c'est vrai. Cela veut dire que c'est le moment de relancer la machine. Et ici à Dubaï, la meilleure des choses, c'est de leur fournir des retours sur des investissements assez intéressants et une sécurité. Et bien entendu, donner accès au visa. Parce qu'il ne faut pas oublier, les Chinois, pour venir ici, ont besoin de visa. Ma question, c'est pas ça. Enfin, comment les chercher au niveau du marketing? Exactement. Parce qu'ils sont très communautaires. Il a donné un bon élément de réponse, mais je vais donner un élément de réponse. En fait, ce qu'il faut, c'est que, déjà, de 1, il faut parler mandarin. Les Chinois, moi par exemple, j'ai des amis qui sont chinois qui parlent mandarin. Donc je sais pertinemment que demain, si j'ai un rendez-vous avec un client chinois, il faut que j'ai quelqu'un avec moi qui parle mandarin. D'accord. Ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable. L'anglais n'est pas suffisant. Pourquoi? Ils veulent avoir quelqu'un, c'est que dans leur culture, c'est comme ça. Même s'ils parlent anglais, ils veulent avoir quelqu'un. Ils se sentiront bien mieux quand ils auront quelqu'un en face d'eux qui parlera leur langue, qui va parler mandarin. Donc ça, c'est déjà la première chose qui est très importante. Mandarin ou cantonais ou la langue de la région. Voilà, mais en tout cas, leur langue maternelle. Qu'ils se sentent à l'aise. Exactement, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Et ensuite, c'est une population qui... il faut aussi qu'ils aient leur confiance. Mais s'ils arrivent à avoir confiance, ils vont donner vraiment leur confiance. Et là, tu vas pouvoir travailler avec eux. Mais il faut que tu respectes tes engagements. C'est-à-dire, voilà, tu leur promets ça. Il faut que tu respectes les engagements. Et ils ne vont pas donner de deuxième chance. Ils vont être déçus. Ils vont vite vouloir travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux, mais voilà, il faut que tu parles leur langue, il faut que tu aies des connexions avec des gens. C'est ce que j'allais dire. Il faut que tu aies des connexions, bien évidemment. Il faut au moins une connexion ici ou en France qui va, entre guillemets, t'ouvrir des portes là-bas. Sans ça, c'est presque limite impossible. Exactement. Par exemple, moi, je connais, j'ai une
une femme avec qui je travaille depuis récemment, qui est originaire de Corse et qui est dans l'immobilier en Corse, qui est dans l'immobilier à Paris, qui est dans l'immobilier sur la Côte d'Azur. Voilà, elle a beaucoup réussi. Sa famille était dans l'immobilier déjà en Corse. Ils ont vraiment une vraiment importante société immobilière en Corse, en Paris et sur la Côte d'Azur. Et là, on commence à travailler ensemble récemment. Elle va venir commencer à s'installer à Dubaï. Elle a créé sa société à Dubaï là récemment. Et elle travaille beaucoup avec le Chinese Business Club à Paris. Donc elle travaille beaucoup avec le Chinese Business Club et elle m'a gentiment invité, donc je vous dirai, elle m'a gentiment invité au mois de novembre, ils vont faire un événement. Ici, je suppose. À Paris. Ah, à Paris. À Paris, un petit établissement qui s'appelle l'Hôtel Le Crillon, si vous connaissez. Et un 2 étoiles. Deux étoiles. En bord de route. Voilà, donc... Une échoppe. Donc il a été rénové récemment. Voilà, ils l'ont rénové parce qu'il commençait à être un petit peu vieux. Non mais je plaisante, c'est magnifique. Hein, ils ont fait la rénovation, c'est superbe. Bon, ils font l'événement là-bas et c'est le Chinese Business Club et elle me dit que ils ont énormément d'investisseurs qui cherchent à investir. C'est une porte ouverte en gros. Et c'est un business club qui est très important. Il y a Nicolas Sarkozy qui a déjà participé à leurs événements. Il y a d'autres personnalités politiques ou non politiques qui ont participé aux événements du Chinese Business Club parce que c'est très très fort. Donc ça c'est très intéressant. C'est avec ce genre de connexion que tu arrives à aller toucher le marché chinois. Parce que voilà. T'as employé un mot qui me plaît bien. Pour Toucher. le coup, connexion. Connexion. J'aime assez. C'est vrai que le chinois, je suis pas très asiatique. Shanghai connexion. Mais j'avoue, c'est le genre d'endroit qui me plairait ça. Il y a la chambre américaine Shanghai, américaine et chinoise. Sino-américaine. À Shanghai. Oui, mais il y a des connexions à faire quasiment avec tous les pays du monde. Ouais, après, tu peux pas faire tout le monde. Voilà. Tu connais, est-ce que tu as eu le recul nécessaire pour voir quelles sont les habitudes d'achat de la clientèle chinoise sur Dubaï? Par exemple, maintenant ça s'est élargi avec la guerre pour les Russes. Avant, les Russes étaient très connus. Ils voulaient quelque chose au bord de mer. Bah, oui, la palme. Voilà, tu pouvais pas faire acheter un Russe même à Downtown. Ah oui. Le Russe, il voulait bord de mer, etc. Encore une fois, ça s'est élargi. Je connais même des Russes qui ont acheté des étages complets à JVC. C'est des quartiers, sans doute, ils connaissent même pas, mais il fallait placer de l'argent rapidement. Mais les Chinois, je sais que pour beaucoup, à ma connaissance, ils ont acheté par exemple à Creek Harbour, parce qu'on n'est pas très loin du Chinatown de Dubaï, qui est International City. Tout à fait. J'ai fait des restaurants là-bas, super. Ouais, non, on y mange très bien pour pas cher. Magnifique, pour 3 fois rien. Mais selon toi, la nouvelle vague, ça va être vraiment premium. Parce que je sais que les Chinois, c'est pas des gens forcément qui vont acheter justement bord de plage, etc. C'est pas des aficionados du... Plutôt la discrétion, oui. Pour faire quelque chose de privé. C'est une analyse qui a mené, de ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, District One, c'est leur destination favori, en tout cas pour ceux qui ont vraiment des fonds. District One. Creek Harbor, tu viens de me l'apprendre, mais je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de Chinois qui investissaient à Creek Harbor. Voilà, c'est une analyse qui a mené. Ensuite, évidemment, tout va dépendre des fonds de chacun. Ouais, bien sûr. Donc, ce ne sont pas forcément des aficionados de l'eau comme les Russes, c'est-à-dire La Palme, il y a une clientèle russe qui est très élevée. Blue Waters, c'est Moscou. Blue Waters, c'est une région russe. Blue Waters, GBR, Marina. Moi, j'ai habité à GBR avant. Avant que je déménage, ça parlait russe de partout. Il y a des cafés, c'est russe. Il y a des mais c'est génial. Moi, j'adore parce que j'ai baigné un petit peu là-dedans et puis j'ai beaucoup d'amis russes. Voilà, 75-80% de mes amis à un moment, c'était des russophones. Je participe des fois à des dîners. Je suis le seul qui parle pas russe. Donc voilà, je suis allé récemment à un dîner à la Marina. On était 23 personnes, c'était un dîner privé. Il y a un chef russe qui faisait la cuisine. Il y avait du personnel, etc. C'était un dîner privé. J'étais le seul qui parlait pas russe. Donc il y avait que des russophones. Donc voilà, j'ai beaucoup d'amis russophones. D'ailleurs, comment ils font? Ils font un peu l'effort de parler en anglais ou ils oublient un peu? Non, ils font l'effort. Alors entre eux, ils parlent russe. Non, ils font l'effort. Sinon, ils m'inviteraient pas. Ils font l'effort. Alors moi, j'adorerais parler russe. Je comprends certaines choses. Parle un tu parles russe? Un petit peu, Privet. D'ailleurs, il a un vrai talent, Ben, pour les langues. Il les apprend à une vitesse grand V. Non, mais moi, j'adorerais parler russe. Voilà. J'adorerais parler russe, j'adorerais parler arabe et j'adorerais parler mandarin. En fait, tu peux choisir. Mandarin, russe. Mais si vous connaissez quelqu'un où on peut apprendre les langues sous hypnose, vous me donnez. Mais je suis preneur. Franchement. Non, mais attends, il y a Neuralink qui lance un programme d'apprentissage ultra rapide. C'est vrai?
d'accompagner Elon Musk. Tu me donneras les coordonnées après le podcast. C'est comme dans Matrix et tout, il te met des programmes. Neuralink, à mon avis, c'est ça. Ou sinon, tu recherches directement sur Google ou Translation et des lunettes Google. Ouais. D'accord. Sinon, il y a mon frère, je le fais venir, il parle mandarin. Tu lui trouves un pourquoi poste, pas, on a déjà trouvé un boulot là. Il est prêt. Oh, le placement. Ah bah ouais. Placement du frangin. Il est intelligent, il parle français, il parle anglais, il parle. On va le prendre pour nous. Ton frère, on va le prendre pour nous. On va l'embaucher, on va se lancer dans le marché chinois. On va en discuter après. D'ailleurs, on a essayé le marché chinois, on a recruté une 2 personnes. À part les Russes et Chinois. Une Russe et une Kazakh. Franchement, on avait des leads et tout. On a fait de la pub sur Google Ads, mais bon, bien sûr, c'est pas sur. Apparemment, on a appris que c'est pas sur Google qu'il faut attaquer les Chinois, c'est sur TikTok. QQ. Voilà, c'est un TikTok chinois. Ça s'appelle QQ. Mais pour l'avoir, il faut avoir une ID. C'est sérieux? Il faut avoir une carte d'identité chinoise. C'est vrai. Pour l'avoir, il faut avoir une carte d'identité chinoise, Oui. identification chinoise, etc. Oui. C'était un peu trop technique. Ouais. Malheureusement, on a essayé, on a eu beaucoup de personnes, mais à la fin, il n'y a personne qui a vraiment. La Chine, c'est très C'est comme conservateur. Oui, il y a des codes précis. Comme il a dit Karim, c'est pour ça c'est que super communautaire. c'est vraiment pas simple. Ouais. C'est vraiment pas C'est simple. super communautaire, ils se connaissent tous entre eux. Par contre, si tu arrives à attraper une chinoise influenceuse, Tu il y en a gagnes une d'ailleurs dans confiance, mon Burj Khalifa, là, pendant que j'y parle, là, il y en a une en fait, tu sais, qui fait des vidéos. vidéos. Fait tout le temps des vidéos. Je sais pas si on peut la. Au passage, Ça commence à me motiver. Faut trouver son nom et on va lui faire. En plus, déclarer l'année chinoise. Ouais. J'en connais une également. Après, on regardera si c'est la même. Ce qui est fort, c'est que depuis tout à l'heure, on parle. Là, moi, parce que ça m'arrive de réfléchir en même temps, n'est-ce pas? T'arrives à faire deux choses en même temps. Bravo. J'ai un côté féminin développé. C'est dédicace à Atman, bien sûr. C'est marrant, mais depuis tout à l'heure, on parle. Et le point névralgique, on est parti à l'ouest, à l'est, presque au sud. Au sud. Non, sud là-haut, au nord. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en revient toujours sur l'aspect immobilier, Dubaï, quoi. Au final, peu importe où tu te trouves dans le monde, le point névralgique où ça va devenir très intéressant, mais je pense que l'Arabie Saoudite va tirer son épingle du jeu aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste Dubaï. Ah oui, ça reste et Dubaï. c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est un message, en fait, que je vais envoyer aux Français qui, en plus, on l'avait fait lors d'un premier podcast, qui disait, oui, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas ceci, pas cela. En tout cas, pour ceux qui s'en foutent déjà, pour le coup, pour l'histoire, mais il y en a, vous pourrez regarder lors du dernier podcast, il y a une très grosse histoire aux Émirats. Bah, tu t'aperçois quand même, parce que j'ai vu que, c'était rigolo d'ailleurs, j'ai vu ça, je suis français, normand, j'aime encore mon pays, c'est ça qui est fort. Ah, que c'est beau la Normandie. Non, mais c'est la vérité. Et Les j'ai vu vaches. récemment... Voilà, un bon Dédicace camembert, au beurre un président, bon à la crème d'Isigny. Non, mais qui nous a ramené un En tant camembert. que Canadien, je on vais envoyer un apprécie. pic à la France, parce que je peux me permettre. Ils étaient en train, justement, de dire, oui, les Émirats n'ont pas écouté l'Europe. Voilà, la France est tombée au 5e rang des gens qui investissent. Le premier, je vous mets dans le mille, c'est la Russie. Et donc, ils faisaient comprendre que aux Émirats... malgré des alertes, limite pas des menaces, parce que tu menaces pas les Émirats arabes unis, mais il faisait comprendre que malgré la parole de Macron ou de certains en Allemagne, les Émirats, ils ont récupéré tous les Russes, ce qui est vrai, c'est la vérité. Ah oui. Et les Français, quand même, malgré ça, sont au 5e rang. Donc ça prouve qu'il y a quand même des Français qui investissent ici. Bien sûr. Mais je pense qu'au final, le message que je veux leur dire, regardez, on vient de parler Russes, Chinois, Canadiens, bientôt Australiens. Les Français, faites-vous plaisir, venez Et ici. tout le monde arrive, Déjà, mais bien sûr. vous avez une équipe qui est à votre disposition, qui parle bien français et qui vous mentira pas. Excusez-moi, parce que apparemment les boutons se retirent tout seuls. C'est la musculation. Attention, là, on risque de passer sur un autre channel. Attention, On va se faire censurer. on va se faire censurer là. Attention là. Et je pense, t'as déjà fait, je sais pas si je vais m'avancer, t'as déjà fait des podcasts en anglais avec un agent? Bien sûr. Ah, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. En français, avec un agent français. Non, pas encore. Voilà, donc j'ai pas honte de le dire. Voilà, vous avez la chance aujourd'hui de suivre un podcast où vous avez non seulement un promoteur qui parle français, qui connaît bien son métier, et un agent. Je vous mets au défi d'aller retrouver un agent immobilier français qui l'a fait. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais après, Ah, t'en as vu, toi? Ouais, mais attention, après... À la plage, tu veux dire. Ah, la plage. Il essayait de commander une glace en anglais. Et le gars, il n'arrivait pas à demander à l'Indien à côté de lui très gentiment qui a commandé sushi ice cream. Je l'ai vu, mais après, c'était sous une autre forme. C'est-à-dire, c'était un peu, on se passe de la pommade, t'es le meilleur, non, c'est toi qui es le meilleur. Donc, on n'était pas vraiment... c'est bon, on n'est pas là pour se passer de la crème. Voilà, exactement. Il y a des bons promoteurs, des mauvais promoteurs, bons chasseurs, mauvais chasseurs. Et des fois, il y a même des bons promoteurs à un moment donné qui deviennent eux-mêmes
eux-mêmes mauvais promoteurs à un moment donné. Ça, les gens, ils oublient. C'est comme les restaurants. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un énorme exemple à Dubaï. Je peux savoir lequel. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un énorme... Pas de name dropping. Non, mais il y en a un qui était très 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 bon et qui s'est détérioré en qualité. Et il y en a un autre qui avait une mauvaise réputation, qui s'est amélioré, qui est toujours pas top et qui s'est amélioré. Mais il y a un très important promoteur immobilier à Dubaï, si ce n'est pas le plus important, qui s'est énormément dégradé en qualité. Ça, c'est vrai. Et même nous, on vous fait rentrer dans les coulisses. Bon, peut-être ça va pas intéresser tout le monde. Même nous, au niveau des paiements, on va se parler franchement, on voit, on n'en parlait pas plus tard qu'il y a quelques jours, on voit un changement. C'est-à-dire tu es amené à traiter avec un promoteur quand il est un petit peu au balbutiement de son lancement. Le mec, il était payé rubis sur ongle. Et dès que ça va un peu mieux, alors là, t'es dans les oubliettes. Tu vois, c'est jamais Dubaï de manière générale sur certaines choses, c'est pas stable. C'est vraiment en fonction du. C'est pour ça que parfois c'est compliqué. On a des clients qui nous demandent des infos, tu vois, gravées dans le marbre. Mais Dubaï, tu peux pas dire une vérité. Il y a un promoteur immobilier, il peut faire un projet qui est super bien pour toi, mais pour moi, en fonction de mon profil, il va pas être bon. Tu vois, donc c'est vraiment en fonction de chacun et tout le monde y trouve son compte. Tu vois, c'est juste en fait comment l'approche et la pédagogie que tu as. Souvent, avec Ben, on compare l'immobilier à Dubaï, c'est comme les Galeries Lafayette. Tu as toutes les marques, tous les prix. Il faut juste être conseillé, tu vois, en fonction de ce que tu recherches. Si on te fait passer du Hermès pour... C'est une très belle image. Au final, tu t'attends à récupérer un truc en croco Hermès, on te ramène du leader price. Sky. Il est là, l'ascenseur émotionnel. Mais ça existe. Ah ouais, non, mais ça existe. Mais c'est pour ça que vous venez peut-être vous positionner. Bon, on va discuter un peu plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez une émission où vous parlez de vos chiffres ou de ce que vous avez atteint comme objectif. La chaîne, elle est faite depuis pour que ça, vous êtes là. Ok. On appelle ça un peu le trusted advisor. On a travaillé un peu dans ces genres. C'est-à-dire le conseiller de confiance. Je pense qu'il faut que vous continuez dans cette dynamique de dire que vous êtes un conseiller de confiance qui va permettre à un investisseur X, Y, Z, ça peut être papy, mamie, ça peut être le jeune qui a ouvert sa petite entreprise, ça peut être quelqu'un qui a gagné au loto, ça peut être quelqu'un qui légalement a de l'argent, ou un fonds d'investissement, ou une family office, et qui viendra et pour être un conseiller de confiance pour eux aux Émirats. Donc, je crois que vous avez une niche ici encore plus aujourd'hui, vu qu'avec la Covid et tout ça, il y a de la graisse qui est partie. Après, tout ce qui n'était pas bon, là. Le chemin, il est plus long. Il est plus long, voilà. C'est un peu un vent contraire, en fait. Oui. Parce qu'on en parle souvent, il y a plein de gens, ils aiment bien rêver, malheureusement. Donc, quand toi, tu es vraiment dans le factuel... mais ça, c'est comme en politique. Ouais, déjà, quand tu es trop dans le factuel... Ils ne veulent pas voter pour les politiques qui vont leur dire la vérité. Hein. Les gens, ils veulent être transportés, donc tu vois. Donc après, toi, quand tu es trop dans le vrai, nous, on a perdu je ne sais combien de clients, parce que pour la simple et bonne raison qu'on dit la vérité. Mais il faut continuer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un certain budget et ils veulent une propriété qu'ils ne peuvent pas s'offrir, malheureusement, parce qu'ils veulent... c'est un rêve, tout le monde a le droit de rêver. Malheureusement, l'immobilier, l'investissement, en général, que ce soit en crypto ou l'or, etc., tu as un montant, tu as un target, il faut aller droit au but, en fait. Qu'est-ce que je peux m'offrir avec ça, Et malheureusement, ils rêvent de s'offrir des trucs de fou, mais avec un petit budget. Malheureusement, on n'est pas magicien. Et d'ailleurs, si on avait... la bonne affaire, parce que tout le monde me demande c'est quoi la bonne affaire aujourd'hui et tout, je me la prendrai pour moi-même. Tu vois ce que je veux dire, on veut partager, oui, c'est intéressant, c'est important, mais s'il y avait une super affaire en or, il y en a beaucoup qui nous contactent sur la chaîne YouTube, moi je cherche une affaire en or, quelle affaire en or, si je la prends pour moi, je la prends pour Abdel, je la prends à les gens qui sont à côté de nous. Voilà. Par contre, il y a les affaires, il faut savoir, et d'ailleurs on y parlait avec Abdel. Abdel, il habitait dans un appartement. Il y a un an, c'est pas il y a un an et demi, il y a un an, il payait 70 000 dirhams pour un 2 beds à Business Bay. J'ai regardé. Donc ça fait, en euros, ça fait à peu près 18 000 euros. 18 000 euros, voilà, pour expliquer un petit peu. Et j'ai regardé là sur Internet, pendant une émission là, qu'on va mettre sur YouTube, j'ai regardé combien ça coûtait maintenant. C'était 140. Ça a doublé. Et il n'y en a qu'un seul à louer. Oui, je sais. Dans le bâtiment. Je sais, j'ai vu un article hier que le loyer ne faisait qu'augmenter. Voilà. Et j'ai regardé aussi, moi j'habitais pendant le Covid, donc c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, quand on était sorti du truc. Je payais 65 000 à Springs, un 2 bedroom et demi avec les villas. C'est un beau coin. 65 000 avec un grand jardin de ouf et tout. Voilà. Tout seul, j'étais là-bas. Et maintenant, j'ai regardé hier combien ça coûtait. 155 000. 155 000. Donc on passe de 65 000. Et t'es plus là-bas ?
Non, je suis à Si t'étais tout seul, tu nous aurais invités pour un barbecue. c'est clair. Mais après, je peux vous inviter en haut au 123. Ah, pas de problème, avec plaisir. C'est bien, pas mal, donc c'est sympa. Vous avez noté l'invitation. tout à fait. Moi, j'ai déjà été, donc ça va. Je sais qui m'en On peut même jouer au tennis, si vous voulez. J'adore jouer au tennis. C'est parti. Café, jus d'orange gratuit en plus. Exactement. Des machines à café. Je m'en souviens Je m'en souviens. Et des toilettes. On a fait des vidéos sur le Bourgeois. Et des toilettes comme t'en as jamais vu, en fait, t'as la vue sur Dubaï. Ça, c'est intéressant. Ce que tu disais, Non, mais de 65 000 à 155 000. Voilà. Je te coupe et là, fini. juste une seconde. Et en fait, ce que je me disais, moi, comme on a commencé l'émission, enfin la chaîne YouTube, il y a 1 an, en fait, au mois d'août, carrément. Ouais, août dernier. On a publié vers le mois de septembre, c'était la première. Et on se disait, mais attends, l'immobilier à Dubaï, c'est parti comme ça, après le Covid, après comme ça. On s'est dit, attends, ça va se calmer. Il va y avoir Et malheureusement, non, ça s'est pas calmé. Non. Alors, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc, pour certaines personnes qui attendaient que ça descende, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc, à mon avis, ils ont dû acheter au prix truc. Dès qu'ils ont acheté au prix, ça monte encore. Et là, les gens qui vont arriver avec tous les Chinois qui arrivent, comme on a dit tout à l'heure, et tous les Russes, parce qu'apparemment, il y avait un article qui disait qu'il y aurait 15 000 millionnaires russes. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça repartait encore. Donc là, à mon avis, il n'y a jamais de meilleur moment pour acheter que maintenant. Oui, mon frère. Exactement. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu disais, les clients qui ont un budget, qui rêvent, etc. Ça, c'est la différence. Dans le business, c'est la même chose. On dit toujours qu'il faut se séparer des émotions. Quand tu gères un business, il faut essayer, on est des êtres humains, mais de mettre, autant que faire se peut, les émotions de côté. Et c'est dur d'éduquer les clients comme ça. Donc, ce qu'il faut qu'ils comprennent avec vous, c'est que vous êtes plutôt rationnel, vous mettez les émotions de côté. Et donc, donner ce qui est clé maintenant dans le monde, c'est l'information. Nous, on travaille dans l'informatique, ça s'appelle la data. C'est la clé. Dans le monde, si tu es celui qui a l'information avant les autres, c'est ce qui va faire la différence. Donc, s'ils veulent avoir la bonne information, après, ils prennent le choix qu'ils veulent, mais la bonne information réaliste, qu'ils approchent des gens qui sont prêts à leur donner ça. On parlait des politiques tout à l'heure, c'est la même chose. La majorité des gens, un politique va leur expliquer, OK, en France, on est presque en ruine, on va devoir faire ça, se sacrifier comme a fait l'Allemagne dans les années 90 avec Schröder. Merkel, elle a profité de ce que Schröder a fait avant lui. Il a fait des mesures très difficiles. Et après, l'Allemagne, Merkel est venue, elle en a profité. Les gens disant, Merkel extraordinaire, 14 ans, avec des problèmes quand même. Mais l'Allemagne est quand même bien remontée. Elle était derrière la France. Personne ne se rappelle de ça. Mais la France était plus puissante que la France dans les années 90. Bien sûr. Et donc maintenant, elle en a profité. C'est pareil avec vous, entre guillemets. C'est une comparaison. Il faut savoir, qu'est-ce que je veux ? Je veux l'information réelle, et même si elle évolue beaucoup, mais au moins avec des gens qui essayent de me donner l'information réelle, ou je veux rêver. Dans ce cas-là, dans les rêves, tu peux accomplir tes rêves et peut-être avoir quelque chose, mais tu as un risque. Il faut savoir ce que les gens veulent. Il faut être dans le factuel. Un minimum, en tout cas. Nous, on essaye d'être un peu mesuré, parce qu'on comprend, comme tu as dit, ça reste des êtres humains. Tu ne veux pas arriver en mode que des mathématiques, comme si tu parlais à tu vois, Einstein. Ouais, voilà. Non, mais il faut dire la vérité aux gens. Ouais. Faut dire la vérité. Parce que le problème, c'est que si après, tu n'es pas clair, après, tout le monde peut avoir le droit de rêver, et puis les gens ne connaissent pas forcément le marché. Ouais. Donc il y a des gens qui pensent qu'il y a des prix parce qu'ils entendent à droite, ils entendent à gauche, ils entendent par-ci, ils entendent par-là, donc ils n'ont pas forcément les bonnes informations. Ouais, clairement. Donc c'est aux personnes ici, à toi, à nous, de leur donner les bonnes informations, et puis il faut leur dire la vérité. Parce que le problème, c'est que il va y avoir, je connais plein d'agents, ils vont leur raconter monts et merveilles. Et puis le moment où il faut signer, ils vont se rendre compte que c'est pas tout à fait ça. Ouais, donc vaut mieux lui dire la vérité dès le départ et expliquer aux gens en disant voilà, vous avez tel budget, vous avez plusieurs possibilités. Ou alors vous redirigez et vous reconsidérez votre investissement vers ce bien immobilier qui correspond à votre budget, ou alors vous patientez un petit peu, vous mettez de côté, et puis quand vous aurez mis de côté, vous allez travailler, et puis quand vous aurez mis de côté, vous pourrez avoir ça, voilà, tout simplement. Et puis alors achetez ça aujourd'hui, faites-le fructifier, mettez-le à louer, demain vous le revendez, vous avez un retour sur investissement sur vos loyers, vous avez un retour sur investissement sur la plus-value, et ensuite petit à petit vous pouvez acheter le bien immobilier que vous souhaiteriez aujourd'hui. Ouais, s'inscrire dans un chemin. La patience, ça c'est un mot-clé, les gens sont plus patients. Il faut rentrer dans la boucle. Parce que si t'attends toujours, t'attends, tous les trains passent. Il y en aura plein qui auront profité, mais toi t'as rien, voilà, les trains ils passent, et puis après tu sais jamais quand le prochain train passe. Tu peux dire, avec la patience justement, voilà, la patience, la frustration gérée avec la patience, tu achètes ton petit bien immobilier, celui-là tu fais fructifier, ça te permet d'atteindre le deuxième, le troisième. Mais oui, aujourd'hui il y a des biens immobiliers à Dubaï où tu peux acheter à 100, 150 000 euros, et des biens qui sont corrects. Ouais, bien sûr. Et ensuite, tu le mets à grimpes louer, doucement. tu le revends, tu grimpes tout doucement, et puis voilà, Rome c'est pas fait en un jour. Ouais, clairement. C'est ça. La patience, ça me fait penser au code de Warren Buffett.
Quand il expliquait, vous savez, la bourse, c'est simple. Il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Donc là, c'est la même chose. Mais ce qu'il voulait dire ironiquement, c'est, bien sûr que c'est pas simple. C'est un métier, ça s'apprend. Il faut voir le long terme. Là, c'est un peu la même chose. Les gens attendent. Ah, je veux acheter à Dubaï au moment où c'est le plus bas. Au moment du Covid. Mais là, tu as peur d'investir. Tu les as pas mis l'argent. Parce que tu dis que Dubaï allait cracher. Et hop, j'aurais voulu acheter à ce prix-là et le revendre au moment où c'est le pic. Mais qui connaît le pic? C'est comme à la bourse. Donc les gens intelligents, ils vont acheter quand ça remonte et que c'est ferme. Ah, bah j'achète là. Et j'attends que ça monte. Quand ça monte et que je me fixe moi-même, ça c'est un ami qui, quand j'ai commencé l'or, m'a donné ce conseil. Il m'a dit, la clé de la réussite, c'est de ne pas être greedy. Bon, il parle en anglais, c'est-à-dire, comment on traduit greedy? Gourmand. Faut pas être gourmand. Il m'a dit, Ismaël, tu achètes l'once à un certain prix, tu regardes le profit que tu veux faire. Dès que tu arrives à ce profit, tu vends. Et tu réfléchis pas à, ça a pris, je sais pas, la once par exemple, je veux $40 sur la once, tu achètes 1 kilo, ben non, après tu vois que ça a pris $100 de plus, c'est pas grave. Tu as pris ton profit, oui ou non? Tu es content, oui ou non? Voilà. Et ben, ceux qui réussissent souvent dans la bourse, dans ce genre de choses, dans l'immobilier, c'est la même chose, c'est le long terme et ne pas être gourmand. Déjà, tu as pris un profit, tu vas pas de perte. C'est déjà très bien. Tu minimises les risques, tu achètes à différents niveaux, tu fais ce qu'on appelle l'achat nivelé ou la vente nivelée. Les meilleurs, c'est ce qu'ils font. Et justement, paradoxalement, ces gens-là qui sont milliardaires ou millionnaires, ils sont pas gourmands dans ce sens-là. Ils sont intelligents et ils sont patients. Mais ça, c'est la classe populaire, et nous, on vient de classe populaire, ben oui, on rêve. On rêve, nous, de faire un coup, et grâce à ça, on va à la retraite. Et ça marche pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on te vend sur Internet, en t'expliquant les copy trading, etc. Non, mais quoi? C'est mieux que l'auto, c'est facile. Tu copies, tu pastes, t'es millionnaire, demain, t'es à Dubaï, avec nous, un Burj Khalifa, au 146e, alors qu'il n'y a pas d'appart, ils vont t'en créer un pour toi, grâce à ton argent, et puis... au 146e d'un Burj Khalifa, il y a des bureaux, parce que je travaille avec eux. Ils ont des super bureaux, 146e. C'est pas Ex-Capital, non, Ex-Capital, il y a même le chef. AX Investment. Ah, voilà, pour dire je suis content. Je suis content. Ah, c'est vrai que je sais pas si ça classe sur la caméra. Je suis pas là pour faire de la pub. Rapide, je m'éteins. Mais de manière générale, le coût du siècle, en fait, il faut avoir un minimum de maturité dans l'investissement. Même quand on te propose des rendements qui sont farfelus, au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité. Mais quand la mariée si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Il y a toujours quelque chose derrière. Dans ma petite expérience, dans les diverses activités, dans les divers domaines d'activité, j'ai travaillé. À chaque fois que la mariée est trop belle, 95% des cas, c'est qu'il y a un loup derrière. Ouais, voilà. Il peut y avoir des bonnes affaires. Ouais, il y a toujours des bonnes affaires à faire, mais les bonnes affaires, il faut avoir aussi être bien introduit dans les réseaux. Aujourd'hui, les gens qui disent je veux un coup, il y a des coups. Mais les coups, avant qu'ils t'arrivent, ils ont été déjà pris 100 fini. fois. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont connectés. C'est comme ça. C'est des gens qui ont été patients avant, qui ont fait leurs petites opérations, qui ont grossi. Exactement. Et eux, ils ont ces coups-là. Toi, il faut encore à toi la patience. D'ailleurs, j'ai une question pertinente, comme d'habitude, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, parce que c'est important. Vous avez côtoyé Jean-Jean, Tidiane, Abdel, Ben, et toi aussi Cédric. Vous avez côtoyé presque. Là, on a presque côtoyé le monde, là, à quelque chose près. C'est vrai? On a l'Afrique, le Canada. Quelle est la différence entre l'acheteur France? Quelle est oui, bien sûr. Voilà la question à 1 million. Encore des gens qui veulent des rêves, ils veulent un profil type de l'acheteur. Non, c'est une question d'enfer. Non, pas du tout. Justement, c'est pas un profil type. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi le Russe il vient, il met, le Chinois il arrive, il met, l'Australien il vient, il met. Qu'est-ce qui fait que nous les Français? Il y en a des Français qui viennent et qui mettent. Ok. Après, il y a des Français. Et en fait, on a encore une fois, avec notre humble expérience, on a dressé différents profils. Après, pareil, tu as toujours des exceptions, tu vois. C'est pas non plus. On n'est pas plus chiant que les autres, c'est ça que je veux dire. C'est comme les signes astrologiques, on sait reconnaître. Il y a 12. Lui, c'est un taureau, lui. Oh là là, lui, c'est un scorpion, ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est ça. Il y a des archétypes. Il y a 12 profils. Non, mais c'est un lion. Mais ça, c'est un archétype. Il y a des gens, sincèrement, on les voit venir de loin. Les gens qui sont dans un achat. Excel sheet. Ouais, voilà. T'as le client parfait, c'est le mec, concrètement, sans faire le profiler ou l'agent du fisc. Il y a des gens, c'est pas une envie, c'est une nécessité. Oui. C'est-à-dire, là, il a quelque chose aux fesses, il faut absolument qu'il place son argent. Okay. Donc là, pour le coup, c'est clair qu'il va pas être est-ce que c'est exposé plein sud, il place l'argent rapidement. Okay. Comme un Russe, par exemple. Voilà. Après, attention, les Russes sont pas bêtes. Hein. C'est juste que le Russe, une fois que pareil, comme un peu le Chinois, t'as gagné sa confiance, il va pas faire 1000 allers-retours. C'est bon. Voilà, il va pas te prendre la tête 10 ans. Après, donc, t'as ce profil-là de client où il y a quelque chose de louche. Là, encore une fois, c'est une nécessité. C'est toi que tu lui rends limite service en lui vendant quelque chose. Il a plus besoin de toi que toi. Après, tu as le petit couple cadre sup qui a économisé et machin. Là, c'est clair qu'ils vont être. Après, tatillon, mais tu peux ils investissent leur vie. Mais c'est normal. Ma question, c'est est-ce qu'un couple de ce profil-là,
Est-ce que c'est le couple russe qui est plus tatillon ou nous, les Français, on a un truc, on est réputé pour être à l'heure, radin et hautain. Est-ce que c'est réellement vrai? Déjà, la France, il y a une grosse bureaucratie qui est lourde. C'est-à-dire, le fait que Dubaï, ça va vite, les mecs, ils sont perdus. Moi, j'ai déjà vu des clients, c'est dans le bureau, limite, j'ai acheté là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il a le temps. Quand j'étais plus jeune, je bossais chez Damac. On va faire un peu de name dropping. Damac, ils ont. C'est un défaut, une qualité. Eux, ils ont un template. Comment on dit template en français? Un chiffrier ou un modèle. Oui, voilà, ils ont un modèle d'une technique de vente qui est la même. Agressivité, le mec il rentre, il ressort pas tant qu'il a pas signé, tu vois. Ah mais c'est des tueurs. Ouais, c'est des tueurs. C'est des tueurs. Au niveau marketing, communication, c'est des tueurs. C'est une qualité et un défaut. Ce sont des tueurs. Et moi j'ai vu des gens, parce que parfois il y avait un peu open space, des gens que tu reçois des clients français, ils comprenaient pas ce qui. Ça allait trop vite pour eux. Et le mec il signe et là il met un petit coup de carte et leur chérie, on a acheté. Il s'en est même pas rendu compte qu'il a acheté. Pour un Français, tu vois, c'est une démarche longue. Hop, l'agent, ça devient limite un ami de la famille, tu vois, il faut rendez-vous. Mais tu vois, pour d'autres... Là, s'ils sont arrivés, coup de canif à la gorge, j'ai pas compris. La signé, après, ils n'ont pas forcément vendu une merde. Mais le rythme imposé... Et eux, c'est pareil, que ce soit un russe, machin, ils ont la même technique. En France, il faut qu'ils gardent Stéphane Plaza pendant un an. Mais là, je vois... Donc, un client russe comme là, il peut se retrouver aussi un petit peu démuni, comme ça, chez Damac, entre guillemets, où il comprend pas, où ils sont beaucoup plus je pense qu'il y a quand même une question d'éducation et une question de mentalité. Tu vois, voilà. Chaque pays a son éducation, a sa mentalité. Et tu as aussi la manière dont tu as gagné l'argent. Par exemple, tu as aussi la manière dont tu as gagné de l'argent. Si tu sais que ton argent, tu l'as gagné, tu as travaillé pendant des années, toi, avec ton épouse, voilà, un couple qui a travaillé, etc., c'est normal qu'ils vont vouloir tout analyser pour dire, voilà, on a cette somme-là qu'on a travaillé pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant X années, et on va vouloir l'investir, ils vont vouloir faire le bon investissement. Donc, ils vont vouloir regarder. Et après, tu as des gens, une mentalité où ils ont peut-être gagné l'argent plus facilement, ou alors ils vont faire confiance plus facilement. Tu vois, c'est aussi une mentalité. En Russie, je connais beaucoup de gens, ils ont gagné de l'argent beaucoup plus rapidement que des gens ont gagné en France. Donc, en fait, il faut tout comparer, tu vois, sans vouloir essayer de taper sur l'investisseur français, tu vois, pour dire il est un peu plus frileux, un peu plus fébrile. Ça peut arriver, c'est pour ça qu'il y a tous les types. Il faut analyser aussi pourquoi. Tu vois, au niveau de l'éducation, au niveau de la mentalité, au niveau de comment l'argent a été gagné. Et puis en France, les gens payent beaucoup d'impôts. C'est ce que j'allais dire. Et il y a le souci aussi bon, c'est peut-être un héritage de Napoléon, mais cette administration qui est d'une lenteur incroyable. C'est-à-dire que si quelqu'un qui veut aujourd'hui faire son investissement et qui veut rapatrier ses fonds pour pouvoir payer un investissement à Dubaï, tu dois te lever de bon matin, comme on dit chez nous. C'est très compliqué. Mais déjà, pour faire un virement bancaire. Pour faire un virement bancaire. 5 000 €, ça peut coincer. Et c'est là où je viens vous amener une petite nouvelle. Parce que là, on a parlé de la Russie, on a parlé de la Russie, mais on n'a pas parlé de l'Afrique. Parce que je suis un Africain ici, là. On parle de l'Afrique ? Oui, mais parce qu'il y a quelque chose aussi. Il y a un marché africain de personnes qui ont gagné des sommes très, très importantes. Pas forcément rapidement, hein. C'est long, avec non, des années aussi. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que c'est méconnu. Mais il y a quelque chose de nouveau maintenant. Il y a avec les transferts d'argent, on peut faire transférer de l'argent beaucoup plus facilement maintenant parce qu'il y a la monnaie électronique qui permet de faire. Moi, par exemple, quand je suis à Bamako, je suis capable de transférer 1 000 $ à toi tout de suite, en 5 secondes. Je fais ton code, je mets ton numéro, je fais entrer. Et on fait un test. Je t'envoie ton. Oui, mais envoie-moi 10 000 $. Non, pas forcément ici. C'est pour tester. Mais ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, c'est de travailler. Il y a une opportunité, c'est une niche dont je suis en train de parler. Il y a une niche de plus développer le transfert de monnaie électronique, qui est beaucoup plus développé en Afrique, qui est développé dans toute l'Europe, dans toutes les États-Unis. C'est intéressant. Les seuls qui ont essayé de le faire un peu mieux, c'est, on va dire, c'est le Canada qui a essayé quelque chose qui s'appelle Interac. Où Interac, tu peux mettre l'adresse email de la personne bénéficiaire et tu transfères un montant. C'est tout à fait légal. Tu payes tes taxes, tu payes tout ça. Et nous, donc, en Afrique, tu as ce Orange Money, Wave Money. Au fait qu'ils ont, pour la plupart, plus de téléphones portables. Tout le monde a un téléphone. Les gens en Afrique n'ont pas encore de notebook, enfin de PC portable, de PC tout court. Tout se fait à travers le téléphone. Donc, parce qu'on était à Dakar, où tu as payé
On était à la station, t'avais Ouais. pas de cash. Ouais. T'as dit au gars, ok, je te transfère 80 000 francs CFA France tout de suite. Il les a eu, t'as donné le cash, on a payé On a payé la station, on n'est pas à 2h du matin parce qu'on n'avait pas un franc. Alors que si tu es à Donc, Dubaï tu as aujourd'hui. transféré à quelqu'un qui était à la station. Non, Sur son numéro, il t'a donné le cash. Ouais, Ah, le pompiste. Ah, ouais. le pompiste. Au pompiste. Non, je transfère au pensais que pompiste. c'était un client. Mais tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi donner à un client. Et qui part pas en courant. Oui, si le client, par exemple, Ah, quelqu'un c'est- qui est à côté de toi a un montant d'argent, tu lui transfères ce montant d'argent-là. S'il l'a en liquide, il te le donne. Lui, il l'a dans son wallet électronique. Et ça, c'est quelque chose, Mais c'est indépendant d'une banque, c'est pas lié à une banque. c'est lié à une banque, si, parce qu'en fait, on va dire Oui, oui, Orange oui. Money, Wave Money, Ça appartient à des Malitel, banques, ouais. Malitel qui est, comment on appelle, Maroc Télécom. Maroc Télécom en arrière, etc. Mais qui a son côté malien, par exemple, ont des wallets électroniques. Donc, ces wallets électroniques, comment ils fonctionnent? C'est qu'à la banque centrale, tu as un big wallet qui est gros, qui appartient donc à cette institution, qui a, par exemple, on va dire 2 milliards de francs CFA, bon, hein, on va dire On dit 2 millions, milliards de dollars. on va dire 2 millions de dollars ou quelque chose comme ça, et qui, grâce à cela, fait des repeats. des transactions. C'est une garantie, en fait, mais qui leur donne le droit de pouvoir faire des repeats à travers les wallets des différents usagers. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut le dire. L'Afrique est en avance sur ce domaine-là. Parce que comme elle n'a pas eu le... Comment on dit ça? Elle a loupé le train du landline, c'est-à-dire les téléphones... L'Internet sur PC de bureau. Exactement. Donc tout le monde a un téléphone et des fois, nous, les gens, ils ont 4 téléphones. La preuve, genre, j'en ai 2 là, j'en ai un autre dans mon sac. 3, c'est Voilà vrai. qu'une valise de téléphone. C'est vrai. Donc, il y a une opportunité là de capter beaucoup de capitaux et il faut y penser. Non, c'est vrai que Voilà. c'est intéressant. Voilà. Ça Ouais, pourrait ouais. faire l'objet d'un podcast. Tu ça, peux le pour voir hein, quand tu vois une communauté africaine, par exemple à Paris ou dans d'autres villes, il faut beaucoup de transferts de fonds comme ça avec l'Afrique, parce que pour eux c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qui empêche l'Europe de ne pas le faire ou les autres pays? C'est qu'ils ont peur que ça s'échappe, c'est quoi? Parce que là, ça a l'air bien tracé en À fait. mon avis, c'est des raisons politiques, hein, parce qu'il aurait fait depuis longtemps. Politique économique. C'est compliqué à, Ouais, compliqué à dire. Bah, de toute manière, tu vois faut en que ça Europe que le change. cash est en train de disparaître. hein. Ouais, le cash disparaît de toutes les Le cash est façons. en train de disparaître. c'est vrai. Le cash Oui, est en oui, train de c'est vrai. disparaître. Ils ont profité du Covid pour mettre le sans contact, etc., qui existait déjà avant, mais qui a été, comment dire, complètement accentué avec le Covid. Et ils sont bien contents de faire le sans contact, puisque bon, voilà, ils veulent que le cash disparaisse. hein. Et voilà, quand tu vois en Allemagne, moi je travaille beaucoup avec des clients allemands. Ici, où je travaille avant beaucoup avec des clients allemands, eux, ils adorent payer en cash. Les Allemands, ils adorent payer en cash. Tu m'apprends un truc là. Ah ouais, les Allemands, ils adorent payer en cash. On doit bien aimer Dubaï. Ça, je savais pas du tout. Parce qu'à Dubaï, on peut payer encore. Et ici, on peut payer. Ah ouais, On peut encore payer en cash. C'est vraiment ancré dans leur Culture. culture. L'Allemand veut payer en cash. Moi, quand j'allais en Allemagne, les Allemands payaient en cash. Quand ils pouvaient payer tout en cash, un Allemand aime bien payer en cash. Voilà, il a en face de lui, il paye, il paye en cash. Et aujourd'hui, peut-être la montée des Russes. les Allemands sont les premiers contre la disparition du cash en Europe. hein. Peut-être Tu RFA, as vraiment RDA, pris un truc l'Allemagne. là. Ouais, ouais. Ils sont encore en. C'est ancré, c'est Ah ouais, l'ancienne. non, mais c'est pour ça que Russe. chaque pays a quand même un petit peu leur. Ouais, bien sûr, sa spécificité. Ouais, et les Allemands adorent payer en cash. Les Allemands aussi, on a essayé de capter. On a essayé un peu les Allemands, cette, c'était compliqué. Pareil, les Allemands, ils sont. Après, ils sont. Procéduriers, Très, très procéduriers. Bah eux, sur le coup, ils sont rationnels, pas émotionnels. Ouais, Sur le coup, c'est ils ça. sont trop rationnels. T'es perdu dans leur les calcul. Allemands sont très carrés. Alors, c'est un plaisir de travailler avec les Allemands. Parce que je vais vous dire, quand vous travaillez avec les Allemands, ils sont très très carrés. Il faut que ce soit comme ça et comme ça. Moi, j'ai été au Luxembourg pendant 13 ans, donc j'ai travaillé avec beaucoup d'Allemands. Aussi bien en tant que client, en tant que fournisseur. Mais avoir des fournisseurs allemands, mais c'était un bonheur. Mais tu penses à rien. Ouais, Il n'y a pas le casse-tête. Ils font tout. Le mec, tu lui demandes, il s'est fait. C'est déjà préparé. Voilà, ouais. et il faut lui payer la facture en temps et en heure. Le client, c'est pareil. Le client allemand, tu lui envoies la facture, c'est payé. Je veux dire, c'est carré. Et ici, les clients allemands, ils veulent la même chose. Et donc, un Allemand, il veut que ce soit carré. Moi, par exemple, avec Ellington, les clients allemands, c'est le top 3 de nos investisseurs, numéro 3. Pourquoi ? Parce que on met l'accent sur la qualité, aussi bien des finitions intérieures, du design, des prestations, enfin la qualité à tous les niveaux. Et les Allemands adorent ça et ils apprécient ça. Et donc les Allemands, aujourd'hui, on a énormément d'investisseurs allemands. On a un investisseur allemand, je crois, qui a acheté 14 biens immobiliers depuis le début. Il est venu à Dubaï 1 ou 2 fois. Ah oui, c'est là qui m'a dit. Il y a des clients qui sont jamais venus. Il y a des clients allemands qui sont jamais venus à Dubaï, et pas que allemands d'ailleurs, mais il y a des clients qui sont jamais venus à Dubaï parce qu'on peut tout faire à distance. Ouais. Tout peut se faire à distance. Ils sont jamais venus. Et après, ils ont confiance. Mais les Allemands, c'est comme ça. C'est carré. Il faut savoir les mener. Chaque un petit peu nationalité a sa manière de comment tu dois travailler avec eux, etc. Les Allemands, c'est carré. Et quand ils sont satisfaits,
Là, c'est parti. Tu les as non-stop. Mais par contre, il faut pas se louper. Il faut que la virgule, elle soit là. Si la virgule, elle est là, alors là, je vais te dire, c'est fini. Voilà, tu auras pu boire une bière avec lui. Mais si tout se passe bien, voilà. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais c'est une clientèle. Nous, c'est le numéro 3 des investisseurs. Punaise. Incroyable. C'est comme l'aide de crédit. Comment ? L'aide de crédit. C'est quand tu fais des imports. Oui. L'aide de crédit, si tu as un problème de virgule ou une lettre. Voilà. Tout le deal, il est caduc. C'est les plus carrés que je connaisse. Mais c'est étonnant que tu n'as pas des clients francophones, français, qui devraient être normalement être ton numéro 1. Parce mais j'en ai. Non, mais numéro 1, qui devrait être ton numéro 1 vu que vous êtes quand même francophone. Et de France et de Luxembourg. Elicton n'est pas francophone. Oui. Cédric, lui est francophone, mais travaille Elicton. Moi, je suis francophone. Alors, moi, j'ai beaucoup de clients francophones. J'ai beaucoup de clients italiens parce que je parle italien. Ma mère est italienne. Donc voilà, ce sont mes deux. Va bene. Tutto bene. Come stai? Bien. Buonasera. Buonasera. Bella ragazza. Ça, tu comprends. Grazie. Et donc, si tu veux, je travaille avec beaucoup de clients francophones et italiens. Mais après, moi, je travaille avec tous les types de clients du moment qu'on peut interagir au niveau de la langue. Donc, l'allemand, avant, je parlais parfaitement allemand, puisque je parlais mieux allemand qu'anglais. C'était ma première langue étrangère que j'ai appris. J'ai appris l'allemand. Et aujourd'hui, l'allemand, je comprends tout, quasiment tout. Mais à le parler, je le parle moins bien. Pourquoi ? Parce que je ne le pratique pas. Donc, si demain, je me remets à pratiquer l'allemand ou si je vais en Allemagne de 3 mois, ça reviendra comme l'anglais. Mais aujourd'hui, je peux gérer des clients allemands. Mais j'ai des clients français, j'ai des clients francophones de Suisse, j'ai des clients francophones de Belgique. Le top 1, c'est qui ? Chez Ellington. Anglais ? En fait, ça change, ça varie. Ouais, ça varie, mais voilà. On a les Indiens, ouais. Alors, je dirais, si je mettrais dans le top 3, russe, indien, allemand. Voilà. Ok. C'est le top 3 et après, qui se partage. C'est intéressant, où sont les Saoudiens dans ce classement ? Parce qu'en termes de tourisme, par exemple, aux Émirats, c'est les premiers. Dans le top 10, après, exactement où je ne sais pas, mais dans le top 10. Aujourd'hui, dans le top 10 de Dubaï, donc on a les Russes, on a les Indiens, on a les Français, on a les Allemands, on a les Anglais, on a les Italiens, on a les Saoudiens, on a les Égyptiens, on a les Pakistanais et j'ai oublié le 10e. Alors pardon au 10e, mais voilà. Bientôt les Canadiens. Les Iraniens peut-être, non ? Et je sais plus, mais voilà, j'en ai 9 sur 10. Donc, c'est pas mal. J'aurais pas 10 sur 10 à l'examen, mais c'est surprenant. Il y a beaucoup de Saoudiens qui achètent ici parce que les Saoudiens adorent Dubaï et beaucoup de Saoudiens viennent ici passer des week-ends ou passer des vacances. Ouais. C'est quand même juste à côté, voilà, pour la détente. Moi, j'ai beaucoup d'amis saoudiens qui ont des biens immobiliers ici à Dubaï et les Saoudiens adorent venir à Dubaï. Les Saoudiens adorent Dubaï. Franchement, les Saoudiens adorent Dubaï. Il y a beaucoup plus de Saoudiens que de Qataris. Il y a aussi des Qataris qui commencent à venir, mais il y a beaucoup plus de Saoudiens. Qataris, c'est beaucoup plus Londres et l'Europe. Oui, les Qataris adorent l'ombre. C'est bientôt fini. C'est fini. C'est fini, ouais. Ah, c'est terminé ? Non. De toute façon, il va avoir. Vous allez pouvoir en On refaire. passe tellement un bon moment qu'on n'a pas envie d'arrêter. J'ai l'impression qu'on vient de démarrer. Jean Jambon, là. Ah, Jean-Jean, tu vas pouvoir revenir masquer avec Jean. Il faudrait que tu prennes. Non, mais là, on va pouvoir aller se boire un petit verre tranquillement et puis comme ça, on est censé aller manger, donc oui. On sera frais et dispo pour la prochaine. Ah oui, non, ça c'est sûr. En tout cas, Cédric, merci à toi. C'était une première. On va en refaire d'autres. C'est un grand plaisir. Clair et net. Nos amis, les ambassadeurs du Canada. Jean. Vive le Québec libre. Oh là, attention, non. On écoutera ça au montage. Vive le Canada et le Québec. Comment on dit Habibi en québécois ? Habibi, Ouais. ma chum. Alors, ma chum comme de Dubaï. Ma blonde, comme de Dubaï. Tu sais, on devrait faire un générique comme ça. Merci, les gars. Merci, Jean-Jean. Super équipe, merci. Merci, Jean-Jean. Ah, punaise, on s'est marré.